et bonsoir à tout le monde. Merci pour votre participation à la Nuit de la littérature 2020. Je vous parle de l'Institut culturel italien de Paris. Je vous apporte les salutations de monsieur le directeur, Albert Gambaro. Et c'est un plaisir, un honneur ce soir de vous présenter euh, Lisa Ginsburg, l'autrice sélectionnée, qui va vous lire un extrait de son dernier roman. Neige. L'expression du visage de Ramos avait changé en un arc des temps précis, d'une année sur l'autre. Dans ses yeux s'était allumée cette étrange lumière froide que plus tard elle observerait sur les photographies avec un sentiment de douleur. Sans qu'il les donne à voir à qui que ce fût, il s'enfonçait dans ses ombres. Prendre ses distances lui était devenu nécessaire pour pouvoir rester plus près de soi, un soi qui eût pu se cabrer, galoper au loin, trop loin, devenir dangereux aussi. Et c'est là il le sentait, avec la profondeur de son intuition, ces dons presque chamaniques qu'il possédait pour comprendre la vie des autres et beaucoup moins la sienne, il entrevoyait ce qui se passait. Il pressentait, il craignait. Dans les dernières images, les yeux semblent devenus plus petits, comme si l'impossibilité de voir la réalité en face se traduisait aussi dans la physionomie. Avant, ils étaient grands ouverts, doux, attentifs. Maintenant, ils étaient rétrécis, tranchants, fourbes. Est-ce que c'était difficile pour lui de mentir? De lui mentir à elle comme à beaucoup d'autres, aux parents, aux collègues de travail? De se mentir à soi-même, de nier, se dire pour se rassurer, cette chose m'appartient, c'est une affaire secrète, je peux la contrôler quand je veux, comme je veux. Une explosion d'essence qu'il ne faut pas confondre avec le reste de l'existence, avec les responsabilités, les engagements, encore moins avec les sentiments. Une chose qui lui appartenait en propre, intime et animale et violente, à voir la manière dont elle s'emparait de lui, à voir la manière dont elle dictait ses comportements. Dissimuler, quel genre de poids est-ce que cela pouvait bien être pour lui? J'ai réfléchi beaucoup, lui avait-il dit au téléphone quelques jours avant son retour au Brésil, après lui avoir rendu visite à Paris pour ce qui devait être la dernière fois. À quoi réfléchissait-il? Se demandait-il s'il devait pour finir lui raconter ce qu'il en était vraiment? Ou de quelle manière il pourrait mettre fin à sa double vie en s'efforçant de rester seulement avec elle ou au contraire en la quittant? Des temps de grands tourments, tels furent les derniers mois de la vie de Ramos. Que son inquiétude ait pris une allure de malédiction, cela ne lui avait pas échappé, pas plus que son angoisse sans frein. Pendant son séjour à Paris, il ne cessait de parler du futur plus ou moins lointain, cela importait peu. Ce qui comptait, c'était la nécessité de se projeter sans arrêt vers l'après, planifier les voyages, les vacances, les moindres déplacements. Il marchait dans les marais après avoir vu au mémorial de la Shoah une exposition de photographies de Robert Capa et Gerda Taro. Dans un mouvement de docilité, Ramos avait accepté de l'accompagner. Cette visite ne l'intéressait pas du tout, mais il prit garde de ne pas le montrer. Ils avançaient côte à côte sur des trottoirs étroits et la conversation ne cessait de s'étendre. Les thèmes, une fois de plus, c'était le calendrier de leur prochaine rencontre. La respiration courte de Ramos, son appréhension était tellement palpable qu'elle finissait par devenir contagieuse à couper sa propre respiration. « Mais qu'est-ce qui t'arrive » avait-elle fini par lâcher, exaspérée et triste à la fois. Son anxiété la troublait, provoquait la sensation d'être toujours sur le qui-vive. C'est le travail, une quantité excessive de choses à faire me tombe dessus. Ramos s'était justifié ainsi. Neve. L'espressione del viso di Ramos era cambiata in un arco di tempo preciso, da un anno all'altro. Negli occhi gli s'era accesa quella strana luce fredda che a lei risultò poi sempre tanto doloroso osservare nelle fotografie. Senza darlo a vedere a nessuno, lui sprofondava nelle sue ombre. Prendere distanze gli era necessario per stare più vicino a sé, un sé che avrebbe potuto imbizzarrirsi, galoppare troppo lontano, diventare pericoloso anche.
e lui lo sentiva, con la profondità del suo intuito, quel dono quasi medianico che possedeva circa le vite altrui e molto meno sulla propria, intravedeva, presagiva e temeva. Nelle ultime immagini gli occhi risultano rimpiccioliti, come se il non riuscire a guardare in faccia la verità si traducesse anche in un'attitudine reale. Presagiva e temeva. Gli occhi prima erano stati spalancati, dolci, attenti, adesso erano stretti, sferzanti, astuti. Gli era difficile mentire a lei così come a molti altri, ai parenti, ai colleghi di lavoro. Mentire a se stesso, negare, dirsi per rassicurarsi è una cosa mia, segreta, posso controllarla come e quando voglio. Un'esplosione dei sensi che non si confondeva con il resto del vivere. Non con le responsabilità né con gli impegni né tantomeno con i sentimenti. Una cosa a sé, intima e animale, violenta, per come si impossessava di lui, per come lo faceva agire. Nascondere quanto gli pesava. Sto pensando molto, le disse al telefono a pochi giorni dal ritorno in Brasile dopo essere stato a trovarla a Parigi per quella che sarebbe rimasta l'ultima volta. Su cosa rifletteva? Su raccontarle finalmente come davvero stavano andando le cose, in che modo provare a chiudere con quella vita doppia, sforzare di stare con lei soltanto, o invece separarsi da lei? Così tormentati gli ultimi tempi di Ramos, era maledettamente inquieto e di quello sì, lei si era accorta, della sua incontenibile ansia. Nei giorni di Parigi non riusciva a smettere di parlare del futuro più prossimo, più lontano, poco contava davanti alla necessità di continuamente proiettarsi nel dopo, pianificare viaggi, vacanze, ogni singola traiettoria dei loro appuntamenti a venire. Camminavano nel Marais dopo aver visto una mostra al Memorial della Shoah, un'esposizione di fotografie di Robert Capa e Gerda Taro. Accondiscendente Ramos aveva accettato di accompagnarla. La visita non lo interessava affatto, però era stato attento a non darlo a vedere. Procedevano affiancati sui marciapiedi stretti, impegnati in una conversazione via via più tesa. Tema una volta ancora il calendario dei loro incontri futuri. Il fiato corto di Ramos, la sua apprensione erano così palpabili da risultare contagiosi, togliere il respiro anche a lei. «Ma che hai, insomma?» era sbottata, esasperata e insieme in pena. L'ansia di lui la turbava, pulsava un ritmo pazzo che le comunicava allarme. E il lavoro, una quantità esagerata di impegni mi incombe addosso. Ramos si era giustificato. E1. Contre-indication flagrante, épouser Ramos, c'était se lier à son innombrable et envahissante famille. Elle ne s'était pas arrêtée longtemps sur ces détails macroscopiques, mais s'ils furent en un premier temps plus discrets, les parents de Ramos se révélèrent ensuite des présences fixes, comme une prothèse inamovible qui subissait autant qu'il la lui imposait. Et l'horizon que leur clan envisageait était terriblement étroit. Une vision que la mentalité provinciale qui l'inspirait rendait myope. Elle avait toutes les indulgences pour les débordements que les représentants du clan s'autorisaient quand une mouche les piquait, mais quand il s'agissait d'exprimer un jugement sur le monde, cette mentalité se révélait conformiste, imprégnée d'un catholicisme hybride, syncrétiste et engoncée dans ses préjugés culturels. Une conception sexiste, toujours prête à condamner les femmes et absoudre les hommes, impitoyable dès qu'il s'agissait de montrer du doigt ceux qui ne répondaient pas aux canons de comportement reconnus par la communauté, toujours prête à les radier sans la moindre bienveillance. Un petit univers confiné dont l'influence sur Ramos allait lui apparaître toujours plus clairement, jusqu'à la rendre jalouse, exaspérée, folle de rage. Pendant les interminables dimanches d'été, entre la chaleur et l'ivresse qui montait dans Pedraforte, au milieu des traces fatiguées de ces fêtes qui avaient trop duré, elle se consolerait en fouillant vers sa ville, celle qu'elle avait découverte lors de ses premières expéditions solitaires, la scrutant centimètre par centimètre, amoureuse de ses moindres recoins. Elle prenait la voiture et partait loin, vers l'Avenida Azul ou côte-mer en direction de Seragua, Antigua Colonia, Parque Zoologico. Ses yeux s'apaisaient, son esprit s'évadait.
Ces souvenirs que tant d'autres lieux ici et les mondes tout entiers peuvent être différents, amples, plus vivants aussi qu'un ghetto qui se referme fanatiquement sur lui-même. C'est ce qui devait arriver. Maintenant, elle rencontrait pour la première fois les membres de la famille de Ramos et dans la lumière de l'été, avec la gentillesse à laquelle la préparait sa timidité d'amoureuse, tout lui montrait un visage ouvert. Pintadurada, 50 kilomètres au nord de la ville. Ramos l'avait amené là alors qu'ils avaient fini par se retrouver au Brésil. Je retrouve ma famille dans un endroit magnifique au bord de la mer, si tu as envie de venir. Pintadurada, localité de villégiature pour pauvres. Derrière la large bande des plages, une raffinerie de pétrole de la Petrobras. Plus loin, des maisons basses qui dessinent une géométrie des ruelles anonymes sales. Comparé aux merveilleuses plages tropicales au sud, en direction de l'aéroport, cet endroit lui avait semblé parfaitement banal. Mais il rendait fou Ramos et les siens. Cela faisait plusieurs années qu'ils y revenaient comme il avait tenu à lui expliquer, gonflé d'orgueil. Loro 1. Lampante controindicazione, sposare Ramos era legarsi alla sua numerosissima e invadente famiglia. Su quel macroscopico dettaglio lei si era soffermata poco. In un primo tempo più discreti, i parenti di Ramos si rivelarono poi invece presenze fisse, sorta di protesi inamovibile, da lui subita tanto quanto imposta a lei, e l'orizzonte che il loro clan prospettava terribilmente angusto. Una visione resa miope dalla mentalità provinciale che la ispirava, indulgente verso le sfrenatezze che i rappresentanti del nucleo si concedevano quando ne avevano il ghiribizzo, ma altrimenti nel giudizio dato sul mondo, conformista, impregnata di un cattolicesimo ibrido, sincretista e ingolfato nei suoi propri pregiudizi culturali. Concezione sessista, sempre pronta a condannare le donne e assolvere invece i maschi, così come impietosa nel puntare il dito su chi non rispondesse ai canoni di comportamento sanciti dalla comunità, radiando quel qualcuno senza il minimo indugio. Piccolo universo limitato, la cui fortissima influenza su Ramos, con il passare del tempo sempre più, le sarebbe stata chiara e l'avrebbe ingelosita, esasperata, fatta infuriare. Durante le interminabili domeniche d'estate, tra il caldo e l'ubriachezza montante di Pedraforte, intorno tracce stanche di un divertimento troppo a lungo protratto, lei si sarebbe consolata scappando verso la sua città, quella che nei primi viaggi da sola era andata scoprendo, perlustrandola palmo a palmo e amandone ogni scorcio e suggestione. Montava in macchina e guidava lontano, verso l'Avenida Azul, o al lato del mare in direzione di Serrahua, antica colonia, parco zoologico. Occhi rinfrancati, mente distratta, ricordarsi di quanto altre zone e il mondo intero possono essere diversi, ampi, più vivi di qualsiasi ghetto fanaticamente chiuso in se stesso. Les livres étaient sortis en Italie avec un titre que j'avais choisi moi-même, Per Amore, un titre duquel je suis encore heureuse aujourd'hui, c'est-à-dire qui correspond beaucoup au sens profond de cette histoire que je raconte. En même temps, quand on a commencé à travailler avec mon traducteur français Martin Rueff, il est venu au premier rendez-vous en me proposant ce nouveau titre extrait d'un poème de Baudelaire, Au pays qui te ressemble. Et dès que, je me souviens, on était dans un café pas loin d'ici, dès qu'il a prononcé ces titres, je me suis dit, c'est très bien. C'est-à-dire, c'est une autre version du même récit, mais ça correspond énormément à l'atmosphère de mon roman, c'est-à-dire une histoire où il y a des projections, où la géographie se mêle avec des sentiments très forts, mais où de quelque sorte on a déjà une déception parce que c'est un pays qui ressemble, et donc c'est comme un horizon insaisissable en quelque manière. Et là, l'amour que je raconte, le point de vue
amoureux de cette fille protagoniste et aussi la voix et les regards qui est au noyau du roman. C'est un regard plein d'illusions, c'est un regard de quelqu'un qui est habitué à travailler avec des critères mentaux, intellectuels, et qui se retrouve face à une réalité qui la pousse vers une dimension très sensorielle, très forte d'un point de vue des passions, mais des passions les premières, en plus, avec des impulsions. Donc, elle se trouve dans cet écart entre des critères de l'amant, de la mentalité, de la culture, et des critères de la nature qui s'imposent. Donc, elle vérifie à travers son histoire d'amour l'échec qui est la victoire de la nature sur la culture, en quelque sorte. Personnellement, j'ai vécu au Brésil, j'ai bien connu certains moments de la vie brésilienne, je l'ai fréquenté pour des années, des années. Donc il y a sûrement dans mon réinvention du Brésil quelque chose d'autobiographique, cette lumière, la force des paysages et des circonstances humaines qu'on peut trouver. En même temps, j'ai réécrit tout ça, c'est-à-dire il y a quand même un travail de retransposition qui m'intéressait personnellement. Par exemple, j'ai réinventé beaucoup de noms de lieux, c'est-à-dire là où c'est évidemment le Brésil, mais tout ce qui est les noms, les endroits, je les ai réinventés. J'avais besoin de travailler avec une mémoire personnelle, mais pouvoir insérer des dynamiques même de la perception de la beauté, de la force de la nature, mais réécrite. Donc, c'est un Brésil réinventé. En même temps, je crois, c'est un Brésil assez vraisemblable. C'est les deux choses à la fois. On trouve dans mon roman une sorte d'amour très romantique, un amour passionné, mais qui cherche une réciprocité à partir de son propre feu, qui la trouve parce que Ramos, les protagonistes masculins, quand même tombent amoureux de la protagoniste féminine. Mais c'est un amour romantique dans le sens où il s'est nourri de beaucoup d'idéaux et des valeurs abstraites et qui, dans la longue durée et surtout dans la distance physique, trouve un échec. C'est-à-dire que c'est aussi l'histoire de l'échec d'un grand amour qui se trouve confiné dans son propre élan, mais qui est un élan qui n'appartient pas à la réalité de tous les jours et qui, donc, dans la durée, s'estompe et en même temps se complique surtout. Plus que s'estomper, il se complique. Au pays qui te ressemble n'a pas pour l'instant été acheté par des éditeurs au Brésil ni en Amérique latine. Ils ont par contre un éditeur brésilien acheté un autre livre à moi. C'est un petit pamphlet sur l'écriture à l'étranger et sur ce que ça signifie d'avoir une vie créative en habitant loin de chez soi. Mais cet éditeur qui a lu mon roman me dit il y aurait quand même des perplexités parce qu'on se méfie de toutes les descriptions d'un milieu qui est le nôtre, faites par un œil étranger. Disons, argument que je trouve pas vrai, c'est-à-dire que de toute façon, moi je crois beaucoup à la force des regards étrangers sur des milieux. De toute façon, c'est vrai que j'ai décrit un milieu très pauvre et populaire dans mon roman et qui bien sûr n'a rien à voir avec des clichés stéréotypés sur des images du Brésil populaire, même pas le Brésil des favelas, c'est-à-dire je donne à mon avis une autre clé d'interprétation un peu plus compliquée. Donc peut-être que les réactions dans les cas où il sera traduit seraient un peu critiques dans le sens où ces milieux peuvent se sentir mis en discussion, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Plus qu'un projet, j'ai écrit un nouveau roman parce que de toute façon, avec un autre titre en italien, ce roman était sorti déjà en 2016. Donc j'ai écrit un nouveau roman qui en principe, mais c'est presque sûr, sortira fin septembre en Italie chez Ponte alle Grazie. C'est un roman complètement différent du point de vue du récit, du point de vue de la structuration fictionnelle, tout est différent. Mais j'y tiens énormément et voilà, ça c'est un nouveau projet sur lesquels je me concentre
dans les expectatives estivales.